Bonjour à toutes et à tous. Deuxième et dernière vidéo du thème de géographie de Terminal Pro, les sociétés et les risques, anticiper, réagir, se coordonner et s'adapter. Si dans la première vidéo on a passé en revue toutes les formes de risques, voyons dans le grand 2 des sociétés inégalement vulnérables face aux risques. Pour faire face aux risques, il faut renforcer sa capacité à anticiper, réagir et s'adapter, quelles que soient les perturbations. Quels acteurs peuvent agir? Quels moyens ont-ils à leur disposition? Quelle disparité, quelle différence donc observe-t-on à l'échelle mondiale? Bref, à risque équivalent, les sociétés sont-elles également vulnérables? Et on verra que non, à travers des exemples précis. Alors c'est parti. Quand une catastrophe se réalise, c'est la faute à un tel, non, c'est la faute à celui-ci, oui, mais enfin bon quand même, il aurait dû faire ça. Bon. Alors du coup, quels acteurs peuvent agir face au risque? Qui est en charge? On va en dresser une liste qu'on verra en action au cours de cette vidéo dans des exemples concrets. Il y a d'abord les citoyens et les citoyennes, c'est-à-dire les gens comme vous et moi qui agissent individuellement pour leur propre protection en faisant des choix. Ils peuvent également agir en menant une action collective dans le cadre associatif. Il y a aussi ce qu'on appelle la puissance publique, qui regroupe l'État, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements, l'intercommunalité, et puis, à l'échelle plus fine, les communes. Enfin, quand une catastrophe se réalise, l'aide internationale se met en marche. Elle peut prendre la forme d'une intervention des Nations Unies, vous savez, l'ONU. L'aide internationale peut intervenir également au titre des ONG, les organismes non gouvernementaux, ces sortes d'associations internationales qui fonctionnent grâce à des dons privés. Et enfin, il y a les entreprises. Mais si on réfléchit bien, le rôle des entreprises en matière de risque se limite à appliquer les lois en vigueur en matière de risque. C'est au pouvoir politique de contraindre le monde de l'entreprise par des lois ambitieuses. Disons qu'on peut attendre des entreprises une attitude proactive d'anticipation des risques, car c'est de leur intérêt économique, ou ne serait-ce que du point de vue de leur image publique. Mais il ne faut pas inverser les responsabilités, c'est bien au législateur qu'il incombe de fixer les règles. Donc l'action des entreprises est en fait le reflet de la volonté politique, c'est-à-dire la puissance publique. Tous ces acteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face au risque? Quels sont leurs outils? Ces différents acteurs développent des systèmes de surveillance, de prévention, d'éducation au risque et de gestion de crise. Ces acteurs des territoires peuvent renforcer leur capacité à anticiper, à réagir, à se coordonner et s'adapter, quelles que soient les perturbations auxquelles ils doivent faire face. Les hommes, les sociétés et les territoires témoignent ainsi de leur capacité d'adaptation en faisant des choix d'aménagement des territoires pour protéger les biens et les populations. Il faut dire qu'avant, la politique de prévention des risques sonnait un peu aux abonnés absents. C'était l'époque du fatalisme. On ne pouvait rien y faire, prétendument. Bon, c'est pas de bol, c'est la vie. Puis, quelque part, c'est le destin, en gros. On le voit clairement dans cette délibération municipale prise par la mairie d'Auch, une commune dans le sud de la France. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour lutter contre la crue de 1770? Prier. En matière de gestion de crise, c'est un peu léger. Revenons à aujourd'hui. Quelles sont les actions envisageables? On l'a dit tout à l'heure, ces différents acteurs développent des systèmes de surveillance, de prévention, d'éducation au risque et de gestion de crise. Distinguons tout ça. La surveillance, c'est une activité permanente qui permet de connaître l'évolution des risques en temps réel. Un exemple, c'est Météo France. Financer un système de prévision météorologique nécessite toute une technologie de pointe constituée de satellites et de logiciels pour établir un scénario probable d'évolution sur plusieurs jours. C'est un établissement public à caractère administratif, c'est-à-dire que ça appartient à l'État français qui a jugé que le financement de ce service de surveillance de la météo relevait de ses fonctions. Son but principal? Éviter des catastrophes. Pour l'anecdote, il faut savoir que c'est la perte de 41 navires militaires français qui ont coulé le même jour à cause d'une tempête qui n'avait pas été prévue, qui a créé le premier service météorologique en France en 1855. Donc,
Au-delà de l'anecdote, on le voit bien. C'est bien pour éviter des catastrophes et non pas pour nous dire s'il va pleuvoir et qu'il faut sortir des parapluies qu'est créé le système de météorologie. Alors après, les particuliers récupèrent les retombées positives d'un tel investissement en regardant Météo France, mais le but premier, c'est pas de savoir s'il va faire beau ou pas, c'est de la surveillance pour éviter les catastrophes. Dit autrement, la surveillance, c'est chercher pour savoir. À côté de la surveillance, il y a la prévention. La prévention consiste à s'adapter en amont, c'est-à-dire avant, pour réduire, autant que possible, les conséquences prévisibles d'un aléa. En France, la puissance publique fixe des PPR, les plans de prévention des risques. Un PPR analyse et appréhende de manière systémique les risques, c'est-à-dire identifier les causes et anticiper les enchaînements de catastrophes qui pourraient se cumuler les uns aux autres. Le document s'appuie sur des éléments prouvés pour fixer l'utilisation du sol à l'échelle communale. Parce qu'on ne peut pas construire où on veut et n'importe comment non plus. Il est par exemple interdit de construire des logements dans certaines zones les plus inondables. C'est ce qu'on appelle des zones inconstructibles. Par exemple, à Tours, le PPR informe la population sur les risques majeurs, et dont le premier est évidemment le risque d'inondation. Donc le but du PPR, c'est d'informer. À côté de la prévention, il y a l'éducation au risque, c'est-à-dire acquérir les savoirs et les comportements nécessaires pour se protéger soi et protéger les autres. C'est là qu'on peut parler de l'éducation aux gestes de premier secours, par exemple, de type massage cardiaque ou mettre quelqu'un en position latérale de sécurité, par exemple. Les alertes incendie, c'est pareil. C'est pour ça qu'on vous a fait évacuer les classes au moins 15 fois depuis que vous êtes rentré en maternelle. Maintenant, vous savez, il ne faut pas crier, pas courir, fermer les portes et ne jamais revenir en arrière. Bref, l'objectif, c'est bien de construire une culture commune du risque, c'est-à-dire des comportements adaptés, automatisés des populations lors d'une catastrophe pour limiter les pertes. Alors tout ça, la surveillance, la prévention, l'éducation au risque, c'est de l'anticipation. Ce sont des actions menées à un moment où le risque ne s'est pas encore réalisé pour pouvoir y faire face, si par malheur il devait se réaliser. La gestion de crise, c'est autre chose. Là, l'aléa s'est réalisé et il faut éviter dans l'urgence que la catastrophe devienne, en tout point de vue, totalement catastrophique et ingérable. Il s'agit de se coordonner pour amortir au maximum les préjudices sur les biens et les personnes. On dit simplement, c'est réagir dans le chaud. Cette gestion de crise peut s'accompagner d'une aide internationale qu'il s'agit alors d'intégrer aux actions nationales. Voyons un exemple précis. Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023 a vu l'ensemble des acteurs des pays touchés déployer leur secours d'urgence. Rappelons que ce séisme a provoqué 50 000 décès, mais les 45 000 secouristes, dont 10 000 étrangers sont issus de l'aide internationale, ont sauvé des décombres 115 000 personnes. Bref, la gestion de crise permet d'agir de manière coordonnée pour apporter une réponse adaptée et efficace. Si on prend du recul, on le voit, c'est quand même le fait d'être bien informé qui permet de bien réagir face à un risque. Face au risque, il faut souvent aller au-delà des simples représentations personnelles, des intuitions ou simplement du conseil de grand-mère. Et du coup, amusons-nous en faisant une analyse du traitement médiatique d'un risque. Mais un risque qui hier était négligé, pour voir comment on traitait à l'époque l'information. On a vu dans le chapitre « L'accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer » que le réchauffement climatique accentue les phénomènes météorologiques dans leur fréquence et leur intensité. C'est-à-dire qu'il y a plus de cyclones et ils sont plus forts, il y a plus de sécheresses et elles sont plus sèches. Je vous propose de regarder ces 2 minutes d'un reportage diffusé sur FR3, l'ancien nom de France 3, en 1977. Alors, oui, c'est pas très fair-play de ma part de déterrer cette vidéo. Mais comme il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, je trouve que c'est très adapté pour observer quel regard une société porte sur un risque alors qu'elle ne lui donne pas encore toute sa mesure. Là, dans les prises de parole du reportage, il y a l'utilisation de toutes les précautions de langage. Il est probable que,
Il est donc possible qu'une augmentation de la température moyenne de la température soit à craindre. On voit bien que c'est le manque d'informations qui empêche les populations de comprendre le problème. Le reportage s'ouvre pourtant par une étude du MIT, c'est le plus grand centre de recherche en Occident. C'est pas le grand-père du coin qui tchatche au café, ce sont les meilleurs scientifiques du monde dans le domaine météorologique. Et qu'en disent les gens ? Ils n'en savent rien. Et donc ils fonctionnent par représentation dans le reportage. Ils formulent des hypothèses maladroites. Aucun ne se fonde sur la recherche, tous ont un avis basé sur leurs convictions personnelles, mais sans aucun éclairage. Au doigt mouillé, quoi. On envoie des satellites dans l'espace, peut-être bien que ça a déréglé le climat. Le climat a toujours changé, c'est peut-être un changement naturel. Même le spécialiste en costume-cravate qui semble maîtriser le sujet en donnant des chiffres se trompe sur les conséquences qu'un seul degré d'augmentation aurait sur le climat. On nage dans l'à peu près, voire carrément le déni. Alors évidemment, c'est très daté, 1977, c'est un demi-siècle comme reportage. Mais les mécanismes sont là. Constat. Problème d'accès à l'information, désinformation par rumeur, mauvaise compréhension des enjeux. Quelle solution ? Informer, lutter contre les fausses nouvelles et développer la pédagogie du problème en intégrant les populations pour réfléchir collectivement avec un regard éclairé par la science pour trouver des solutions adaptées localement. Je vous ai promis de vous montrer des exemples concrets d'actions pour voir les acteurs qui interviennent dans la gestion du risque. Je vous propose de voir comment ils réagissent face à la montée du niveau des mers. Car, on le rappelle, le réchauffement climatique s'accélère sous l'effet de l'activité humaine et cette hausse des températures fait fondre les glaciers terrestres et dilate les océans, ce qui fait monter le niveau des eaux. Cette élévation du niveau des océans s'accélère d'ailleurs. On observe une hausse de 6 cm au cours des 20 dernières années. Sur cette carte, vous pouvez voir les littoraux concernés en France par cette montée des mers. Cela pourrait être 1 à 4 millions de personnes qui seraient concernées d'ici à 2050, selon les différents scénarios. La ville de Bordeaux, par exemple, pourrait être partiellement sous les eaux. Alors, voyons comment réagissent aux quatre coins du globe les différents acteurs face à ce risque de montée des eaux. Les populations sont-elles également vulnérables ? Pour commencer, puisqu'on parlait de Bordeaux, allons en Gironde, et plus précisément au Cap Ferret, où on retrouve un personnage peu commun qui mène un combat individuel contre la montée des eaux pour défendre sa propriété. Toujours plus au sud, au Cap Ferret, un homme a fait plus que s'adapter. Il s'est lancé seul dans un bras de fer avec l'océan. C'est le plus grand ouvrage d'art privé d'Europe. 450 mètres de long, 100 mètres de large à la base. Une immense muraille de pierre et de matériaux divers posés sur le sable qu'il faut sans cesse entretenir. Au Cap Ferret, on parle de la digue de Benoît, comme on dirait la pyramide de Toutankhamon ou la muraille de Chine. L'ouvrage, monumental, est en effet l'œuvre d'un seul homme qui a consacré sa vie à défendre son terrain contre les assauts de l'océan. Cet homme, c'est lui, Benoît Barterotte. Un sacré caractère. Allez petite, allez. Allez, allez. Voilà. Benoît Barterotte parle à sa pelle mécanique comme à un cheval et accepte parfois d'en descendre pour répondre aux questions. Pendant 6 ans, je versais tous les jours des camions. Quand on construit la digue, on s'oppose à un courant de 400 millions de mètres cubes 2 fois par jour qu'il faut faire tourner. Là, c'est pas la peine d'y aller avec 3 ou 10 camions par jour. Il faut y aller avec un maximum de camions. C'est pour ça que j'avais besoin d'espace. Et le maximum que j'arrivais à faire, c'est 60 camions par jour. Donc, je versais 60 fois par jour 25 tonnes. C'est à ce prix-là que j'ai étouffé le courant et la force et que j'ai pu donner le coup d'épaule. Voilà. Un homme seul contre la mer. Tout d'abord, on rappelle qu'on se situe en France, donc dans un pays développé. Les moyens financiers se signalent par l'usage de machines. Ce n'est pas l'État qui agit, mais une initiative personnelle, c'est le combat de sa vie. Si l'efficacité à court terme est une réussite,
se pose forcément la question de la continuité, de l'entretien de la digue, sans fonds publics. Cet homme n'est pas éternel. Qui prendra la suite ? Alors, après avoir vu un exemple d'une action menée par un citoyen isolé, allons voir une situation où là, c'est l'État qui intervient. Du côté de New York, on est également concerné par la montée des mers. Et là, c'est la puissance publique qui intervient. Entourée par les eaux, menacée par le réchauffement climatique, l'île de Manhattan se barricade. Pour ne plus être vulnérable à chaque intempérie, la ville de New York a entamé la construction d'un gigantesque mur anti-inondation. Sur 4 km de long, ces énormes panneaux en béton doivent protéger la ville des tempêtes et des ouragans. Première étape d'un chantier titanesque pour Ahmed Ibrahim, responsable des travaux. Le mur fonctionne en plusieurs couches. Ici, il va jusqu'à 8 mètres de hauteur et sous l'eau, jusqu'à 18 mètres de profondeur. Donc il n'y a pas de risque d'inondation qui passerait par le sous-sol. L'objectif du chantier, créer une barrière imperméable à toute infiltration pour protéger le sud-est de Manhattan, point le plus bas de l'île. Tout le long du mur, il y aura des portes et quand la tempête arrivera, les gens rentreront à l'intérieur et les portes se fermeront. Le chantier à 1,3 milliard d'euros est financé par la ville et des aides fédérales. Un coût indispensable, selon ce responsable à la mairie de New York. Le changement climatique est bien là. Alors oui, le chantier coûte 1,3 milliard d'euros. Mais à mon avis, si ça marche ne serait-ce qu'une fois, ça vaut le coup. Parce que quand un quartier comme celui-ci est inondé, les dégâts coûtent bien plus qu'1,3 milliard d'euros. Car voici ce que la ville cherche à tout prix à éviter. Des inondations comme celle de l'été dernier, après le passage des tempêtes Ida et Henri, où les transports se sont retrouvés inondés, des quartiers entiers submergés, 12 morts dans la ville. En 2012, c'était l'ouragan Sandy qui avait ravagé la ville et fait 18 morts à New York. Donc là, c'est plus un monsieur tout seul comme au Cap Ferré. C'est toute la puissance publique de l'État de New York, soutenue par l'État fédéral, qui construit un mur pour protéger la presqu'île de Manhattan. On est aux États-Unis, donc c'est un pays développé qui a d'importants moyens financiers. Le coût des travaux de ce mur, c'est 1,3 milliard d'euros. Mais ce projet appartient à un programme plus large de résilience climatique qui pose sur la table 20 milliards de dollars répartis sur d'autres projets dans les années à venir. Ambitieux, technique, efficace, ce projet est pérenne, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le temps, car le projet n'est pas dépendant de la volonté d'une seule personne, mais de toute une communauté représentée par la puissance publique. Donc on le voit, face au risque, être dans un pays développé peut vous garantir une meilleure protection, car les ressources financières soutiennent des projets d'envergure. Mais voyons maintenant le même problème, la montée des eaux, pour un pays moins avancé. Allons au Bangladesh. En moins de 10 ans, la famille Abdul Sawat a déjà déménagé 4 fois. Ici, elle nous emmène à l'endroit où elle vivait il y a encore quelques mois. Notre maison était là-bas. Maintenant, elle a disparu. Elle est sous l'eau. On n'a plus rien. Ces histoires tragiques se déclinent au pluriel. Il suffit de se rendre dans la maison du village. Ce jour-là, des dizaines de paysans sont rassemblés. 2 questions suffisent à comprendre l'ampleur du phénomène. Levez la main ceux qui ont déjà tout perdu et qui viennent d'une autre île. Et parmi vous, quels sont ceux qui ont perdu au moins 20 fois leur terre et leur maison? Moi, 19. Moi, 20. Et moi, 25. Moi, une vingtaine de fois. Nous sommes au nord du Bangladesh. Chaque jour, l'eau gagne du terrain. Des îles disparaissent et avec leurs habitants contraints de fuir la montée inexorable des eaux. Ils sont donc plus nombreux à se rendre à Dhaka, la capitale du pays. Tous rejoignent cette armée de laissés pour compte.
ces démunis qui échouent dans des bidonvilles comme celui-ci, installé en plein cœur de Dakar. Le Bangladesh est un pays marqué par la pauvreté. L'État semble impuissant à cause du manque de moyens financiers et d'encadrement pour maîtriser cette catastrophe. Alors, que faire? Qui agit? Il reste l'aide internationale à travers les ONG et notamment le BRAC. Pour mémoire, on rappelle qu'une ONG, c'est un organisme non gouvernemental, c'est une sorte d'association internationale financée essentiellement par des dons privés. Le BRAC, né au Bangladesh, est devenu la plus grande ONG du monde, avec 130 millions de bénéficiaires. Le BRAC mène des actions humanitaires comme la lutte contre la malnutrition. Elle se bat pour l'éducation, la justice, le microcrédit, la santé et, ce qui nous intéresse ici, l'adaptation au changement climatique. Leur action consiste à accompagner les familles réfugiées pour les aider à se fixer ailleurs, à l'intérieur des terres, mais pas dans la capitale, où les bidonvilles, on l'a vu dans le reportage, se multiplient avec le manque d'hygiène et le développement d'une criminalité importante. Leurs actions sont efficaces, l'action du BRAC est efficace, mais elle ne peut pas répondre à tous les besoins. Donc pour résumer, pour faire face à un risque, plusieurs acteurs peuvent se mobiliser. Les citoyens et les citoyennes peuvent mener des actions individuelles, comme on l'a vu au Cap-Ferret en France. Cet engagement peut également se regrouper pour unir leurs forces dans un cadre associatif. Le second acteur est bien entendu la puissance publique qui, comme on l'a vu pour New York, se donne les moyens de réagir efficacement. Mais comme tous les pays n'ont pas les mêmes ressources financières pour mener des actions d'envergure, les pays moins avancés ont besoin d'aide internationale et de dons privés qui financent des ONG. C'est donc ce dont on a parlé avec le BRAC au Bangladesh, qui apporte des solutions locales à la misère des gens, mais avec des moyens limités, tant les besoins sont grands. Donc on le constate, les populations sont inégalement vulnérables face aux risques, car les réponses apportées ne sont pas les mêmes selon votre niveau de développement. Dit autrement, plus un pays exposé à un risque a les moyens financiers et technologiques pour y répondre, moins la population est menacée par la catastrophe. Et inversement, moins un pays a de ressources financières pour faire face à un risque, plus sa population est vulnérable aux catastrophes. Pour aller plus loin, vous retrouverez des liens en description de cette vidéo. Je vous conseille pour commencer cette émission du Dessous des cartes diffusée sur Arte en 2010 intitulée « Risques naturels, tous inégaux ». Je veux également vous flécher la formidable chaîne d'histoire Nota Bene qui, sous des allures décontractées, aborde les thèmes avec une grande rigueur. Allez donc voir l'épisode « Le changement climatique est-il nouveau ?». Ça vous apportera une vue d'ensemble entre géographie et histoire dont il faut avoir conscience. Enfin, je vous suggère également la chaîne Hugo Décrypte avec une vidéo sur le climato-sceptisme. Il rend compte du niveau d'ignorance et de désinformation que vous pouvez rencontrer sur ce sujet sur les réseaux. Comme d'habitude, cette chaîne met en lumière, elle attaque les controverses, elle donne des exemples, bref, c'est du bon boulot. Alors, que faut-il retenir ? Vous êtes capable d'analyser le traitement médiatique d'un risque et d'en cibler les limites. On a vu le cas du reportage diffusé sur France 3 en 1977 qui traitait du réchauffement climatique et on a pu en conclure que la menace n'était pas, à l'époque, considérée comme urgente à cause du manque d'information et d'une certaine posture psychologique de déni. Vous devez être capable d'expliquer les causes d'un risque, de montrer les enjeux qui pèsent sur les populations et de justifier les actions menées à différentes échelles et par différents acteurs pour y faire face. Bref, avoir des exemples. Dans cette vidéo, on a vu comment les acteurs de la gestion de crise réagissaient face à la montée des eaux. En France, au Cap-Ferret, c'est l'initiative citoyenne et individuelle d'un homme qui construit sa digue depuis près de 40 ans. On rappelle que l'engagement citoyen se réalise aussi, bien entendu, à travers la vie associative, même si ici l'exemple ne le montrait pas. Autre acteur, la puissance publique. À New York, l'État et la Fédération américaine investissent des milliards pour construire un mur anti-inondation. Autre acteur,
l'aide internationale apportée par les États, les institutions internationales et les organisations non gouvernementales. On a vu le cas de l'ONG Le BRAC au Bangladesh, qui accompagne les familles qui ont perdu leurs terres sous les eaux à se relocaliser dans le pays, mais en dehors des métropoles, pour fuir la misère. Enfin, les entreprises, dernier acteur dans la gestion des risques, qui suivent rigoureusement les règles applicables dans leur pays. Vous devez ensuite être capable d'identifier les 4 étapes qui guident ces acteurs dans leurs actions face aux risques. La surveillance, comme par exemple Météo France. La prévention, on a évoqué les plans de prévention des risques pris par les communes. L'éducation aux risques, comme l'apprentissage des gestes de premier secours. Et enfin, la gestion de crise, qui nécessite la coordination des acteurs d'urgence, comme on l'a vu dans le cas du séisme en Turquie et en Syrie, survenu en février 2023. Alors voilà, vous êtes maintenant capable de répondre à la problématique de cette vidéo. À risque équivalent, les sociétés sont-elles également vulnérables ? Vous avez maintenant le vocabulaire, les exemples et les raisonnements pour pouvoir expliquer que non. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions et vous dis à bientôt.